Chapitre 18. Archi-fantastique. Et Belzébuth reprit. Ma première rencontre avec l'être tricérébral qui devint l'ami de mon essence et chez lequel j'allais assister aux expériences sur l'Okidanok omniprésent eut lieu dans les circonstances suivantes. Au début même de mon exil, quelques amis de mon essence, restés étrangers aux événements qui avaient causé ma disgrâce, suscitèrent à mon égard, dans la présence de certains êtres tricentriques qualifiés de ce système solaire, à l'aide du processus cosmique appelé Ascal-Noisard, l'impulsion sacrée existant dans l'univers sous le nom de Vznul-Shlival sacré, impulsion que la science objective appelle avoir confiance en son semblable comme en soi-même. Or, mon enfant, après mon arrivée sur le système solaire Ors, j'en visitais les diverses planètes, et, à ma première descente sur la surface de la planète Saturne, je découvris que le Karakar Kruki de tous les êtres tricentriques surgissant et existant sur cette planète avait été lui aussi soumis envers ma personne à l'action sacrée du Vznul-Shlival. On nomme Karakara Kukri sur Saturne le chef unique de tous les êtres. Il existe des êtres chefs sur toutes les planètes peuplées d'êtres tricérébraux, et sur chacune ils portent un nom différent. Sur la Terre, par exemple, ces chefs portent le nom de roi. La seule différence est que partout ailleurs, même dans ce système solaire, il n'y a qu'un seul roi par planète, tandis que sur ton originale planète Terre, chaque groupe de tes favoris, accidentellement constitué, possède un et même parfois plusieurs de ces rois indépendants. Ainsi donc, une fois descendu sur la surface de la planète Saturne, je fis tout de suite connaissance avec les êtres tricentriques de là-bas, et j'eus l'occasion dès le lendemain de mon arrivée de rencontrer le Karakra Krukri, qui me proposa au cours d'un échange d'opinions subjectives de prendre son propre Kar Krukri, c'est-à-dire son propre palais, pour lieu de résidence pendant tout mon séjour sur sa planète. C'est ce que je fis. Or, mon enfant, un jour que nous conversions simplement selon le cours d'un pensée étrique associatif, nous abordâmes la question des étranges résultats auxquels donnaient lieu les manifestations des particularités de l'Okidanok omniprésent. Le vénérable Karakra Krukri de la planète Saturne me dit alors qu'un de ses sujets, un savant du nom de Karkar, avait récemment inventé, pour étudier certaines propriétés de cette substance cosmique, restée obscure jusqu'alors, un dispositif des plus intéressants, dont il nommait l'appareil principal Kaka-Tsaka. Il m'offrit ensuite de donner, si cela me convenait, les ordres nécessaires pour qu'on me présentasse cette récente invention avec toutes les explications voulues. Je me rendis donc le lendemain, accompagné de l'un des familiers du vénérable Karakra-Kukri, vers le lieu d'existence de Gornakur Karkar, chez lequel j'assistais pour la première fois à ces toutes nouvelles expériences démonstratives sur l'Okidanok omniprésent. Gornakur Karkar devint, comme je l'ai déjà dit, l'ami de mon essence. Il était considéré comme l'un des meilleurs savants parmi les êtres tricérébraux ordinaires de l'univers entier. Ses découvertes étaient déjà connues partout, ainsi que les appareils qu'il avait inventés pour ses expériences, et les êtres savants des diverses planètes en faisaient un usage de plus en plus fréquent. Remarquons à ce propos que je dus à sa science de pouvoir installer dans mon observatoire de la planète Mars le Tescuano qui renforçait ma vue, ou, comme on dit, augmentait la visibilité des concentrations cosmiques lointaines, 7 285 fois. Ce Tescuano, par la suite, fit considérer mon observatoire comme l'une des meilleures installations de ce genre dans l'univers entier. Grâce à lui, je pouvais voir et observer aisément, tout en restant chez moi, sur Mars, les processus d'existence qui se déroulaient à la surface des autres planètes de ce système solaire, ou du moins sur celles de leur partie, que le mouvement harmonique général des systèmes rendait perceptible à la vue étrique au moment de mes observations. Gornakur Karkar, après avoir demandé qui nous étions et pourquoi nous étions venus, s'approcha de nous et nous donna très aimablement quelques explications. Avant de te répéter ces explications, laisse-moi t'avertir une fois pour toutes que mes conversations avec divers êtres tricentriques habitant les différentes planètes du système solaire, où je me vis contraint d'exister par suite de mes péchés de jeunesse, telle la conversation avec Gornakur Karkar que je vais te raconter, se déroulèrent en un idiome tout à fait inconnu de toi et dont les consonances étaient même parfois difficiles à saisir pour les fonctions étriques normales affectées à ce but. Aussi, mon enfant, ne te rapporterai-je pas textuellement ces conversations. Je t'en donnerai le sens en notre langue tout en continuant à employer les termes et noms spécifiques, c'est-à-dire les combinaisons de sons produites par les cordes vocales étriques dont se servent tes favoris sur Terre, puisque les fréquentes répétitions que j'en ai faites dans mes récits antérieurs
te les ont rendues familières et même aisément compréhensibles. Oui, il importe encore de remarquer à ce propos que les êtres tricérébraux de la planète Saturne se servent du mot Gornakour comme d'une marque de courtoisie. Ils le placent avant le nom de celui auquel ils s'adressent. C'est d'ailleurs ce que font tes favoris sur Terre, qui imaginèrent eux aussi de faire précéder le nom de celui auquel ils s'adressent du mot monsieur, ou quelquefois même de toute une phrase dénuée de sens exprimant une conception que notre respectable Moulay Nasser Eddin caractérise par la sentence suivante. Et malgré tout, il y a là plus de réalité que dans toutes les acrobaties d'un expert en affaires de singes. Or, mon enfant, une fois renseigné sur ce que nous attendions de lui, le futur ami de mon naissance, Gornakour Karkar, nous invita d'un signe à nous approcher de l'un des appareils spéciaux de sa création, auquel il avait donné le nom de Kra-Kar-Tsaka. Lorsque nous nous fûmes approchés de cette construction étrange, il la désigna d'une plume de son aile droite et dit « Cet appareil spécial constitue la partie principale de ma nouvelle invention, et c'est là que se révèlent et que se manifestent les résultats de presque toutes les particularités de la substance omniprésente Okidanok. » Puis, désignant l'ensemble des appareils réunis dans le CRI, ou atelier, il ajouta « Tous ces appareils spéciaux de mon invention m'ont permis d'obtenir certains éclaircissements des plus importants sur l'Okidanok omniprésent et partout pénétrant. Ils me servent tout d'abord à recueillir les trois parties principales de l'Okidanok omniprésent au cours de tous les processus susplanétaires et intraplanétaires, puis à les faire artificiellement fusionner en un seul tout, et enfin, après les avoir divisés toujours de manière artificielle, à étudier les propriétés spécifiques de chaque partie en ses manifestations distinctes. Ayant dit, il désigna le Kra-Kar-Tsaka et expliqua que cet appareil d'expérience permettait à tout être ordinaire de comprendre dans tous leurs détails les propriétés des trois parties, entièrement indépendantes en elles-mêmes comme en leur manifestation de l'unique élément actif dont les particularités constituent la cause principale de tout ce qui existe dans l'univers. Il ajouta que tout être ordinaire pouvait se convaincre formellement qu'aucun des résultats des processus normaux par lesquels passe cette substance universelle omniprésente ne peut jamais être perçu ni ressenti par les êtres, et que seuls les résultats des processus qui se déroulent de manière anormale, pour quelque cause extérieure, provenant soit de sources conscientes, soit de résultats mécaniques accidentels, peuvent être perçus par certaines fonctions électriques. La partie de la nouvelle invention de Gornakour Karkar, qu'il nommait un Kar-Kar-Tsaka, et qu'il considérait comme la plus importante, avait l'aspect d'un tirzikiano, ou, comme l'aurait dit tes favoris, d'une énorme lampe électrique. L'intérieur de cette construction spéciale ressemblait à une cabine, dont l'unique porte se fermait hermétiquement. Les parois en étaient faites d'une masse transparente, rappelant ce que l'on nomme sur ta planète du verre. Comme je le sus plus tard, la particularité dominante de cette masse transparente consistait en ceci. Bien qu'il fût possible aux êtres de percevoir à travers elle, au moyen de l'organe de la vue, toutes les concentrations cosmiques, elle ne laissait filtrer aucun rayon, quelle que fût sa provenance, pas plus de l'extérieur vers l'intérieur que de l'intérieur vers le dehors. En examinant cette partie de l'étonnante invention étrique, je distinguais clairement, à travers ces parois transparentes, une sorte de table et deux chaises placées en plein milieu. Au-dessus de la table pendaient trois objets identiques, analogues aux lampes électriques terrestres et pareils à des momonunodwars. Plusieurs appareils et instruments qui m'étaient encore inconnus étaient posés sur la table ou installés à côté d'elle. J'appris plus tard que les objets contenus dans le Kar-Kar-Tsaka, aussi bien que tout l'équipement que nous revêtîmes ensuite, étaient faits de matière spéciale, inventée elle aussi par Gornakour Karkar. Je te donnerai d'ailleurs quelques détails à leur sujet au cours des explications qui suivront. En attendant, sache que dans l'immense crique de Gornakour Karkar se trouvaient, outre le Kar-Kar-Tsaka, plusieurs appareils isolés, au nombre desquels deux Vichakans, tout à fait singuliers, que Gornakour Karkar nommait Krikri-Krikri. Il est intéressant de noter que l'on rencontre aussi de ces Vichakans ou Krikri-Krikri chez tes favoris, qui les nomment des dynamos. À l'écart se trouvait encore une énorme machine de construction particulière, appelée Solukno Rakuna, ou, comme l'aurait dit tes favoris, une pompe de structure complexe permettant d'évacuer l'atmosphère jusqu'au vide absolu. Tandis que je considérais tout cela avec étonnement, Gornakour Karkar, s'approchant de cette pompe de structure complexe, en déplaça de l'aile gauche l'une des pièces, ce qui déclencha un certain mécanisme. Après quoi il revint vers nous, et, désignant toujours de la même plume spéciale de son aile droite, le plus grand Vichakan ou Krikri ou Dynamo,
il poursuivit ses explications. Cet appareil spécial permet d'extraire séparément, soit de l'atmosphère, soit de toute formation intraplanétaire ou susplanétaire, les trois parties indépendantes de l'élément actif omniprésent Okidanok. Puis, lorsque ces diverses parties ont artificiellement fusionné à nouveau en un seul tout dans ce cri-cri-cri de l'Okidanok s'écoule à nouveau à l'état ordinaire et va se concentrer là-bas dans ce réservoir. Il désignait, toujours de la même plume spéciale, quelque chose qui ressemblait à ce qu'on appelle un condensateur. De là, poursuivit-il, l'Okidanok s'écoule dans un autre cri-cri-cri, ou dynamo, où il subit le processus de Jarklom. Puis, chacune de ces parties distinctes se concentre plus loin en d'autres réservoirs. Et il désigna cette fois quelque chose d'analogue à un accumulateur. Et c'est alors qu'au moyen de dispositifs variés, je recueille séparément, en vue de mes expériences, chacune des parties actives de l'Okidanok contenues dans ces réservoirs secondaires. Je vais vous montrer d'abord ce qui se produit lorsque, pour une raison ou une autre, l'une des parties actives de l'Okidanok omniprésent est absente du processus au cours duquel ces parties tendent à fusionner de nouveau en un seul tout. Actuellement, à l'intérieur de ce dispositif, on a fait le vide absolu. Ce vide ne peut être obtenu que grâce à la structure particulière de la pompe aspirante, aussi bien qu'à la qualité et à la solidité des matériaux dont sont faites les parois de cette invention. Les instruments qui vont servir à nos expériences dans un vide absolu sont eux aussi d'une qualité spéciale. Ayant dit, il déplaça un autre levier et reprit. Grâce au déplacement de ce levier, les parties distinctes de l'Okidanok omniprésent commencent à subir, en cet espace absolument vide, l'action d'une tendance appelée tendance à fusionner de nouveau en un seul tout. Mais puisqu'une raison puissante, la mienne en l'occurrence, a exclu à dessein la troisième partie de l'Okidanok, existant sous le nom de Tarjija Rat Gnatius, ce processus s'effectue ici avec deux de ces parties seulement, que la science nomme la première Anode Gnatius et la seconde Cathode Gnatius, de sorte qu'au lieu du résultat, conforme aux lois, issu du processus de fusion des trois parties, se réalise en ce moment un résultat non conforme aux lois appelé résultat du processus de fusion réciproque de deux forces opposées, qui est en même temps, comme le disent les êtres ordinaires, la cause de la lumière artificielle. La tendance à fusionner de nouveau en un seul tout que subissent en cet espace vide deux des parties actives de l'Okidanok omniprésent a une force, calculée par la science objective, de 3 040 000 volts, force indiquée là-bas par l'aiguille de cet engin spécial. Il désigna quelque chose ressemblant à un appareil que l'on trouve aussi sur ta planète sous le nom de voltmètre et dit « L'un des avantages que présente ma nouvelle invention pour la démonstration de ce phénomène est qu'en dépit de l'extraordinaire puissance de tension qui se manifeste en ce moment dans ce processus, les vibrations satishnusnusnuraniennes issues par inertie de ce processus même, et que la plupart des êtres regardent d'ailleurs comme des rayons, restent à l'intérieur de l'appareil, qui révèle les particularités de l'Okidanok omniprésent et dans lequel elles ont pris naissance. Mais pour que les êtres se tenant hors de cette partie de mon invention puissent cependant évaluer la force du processus, j'ai composé, en un certain endroit, la matière des parois de mon engin de telle manière qu'elle laisse filtrer les vibrations saltishinusnarniennes d'inertie ou rayons. Ayant dit, il s'approcha du Krak-Saka et pressa sur un des boutons. Aussitôt, l'énorme cric, ou atelier, fut envahi d'une lumière si intense que nos organes visuels cessèrent momentanément de fonctionner, et qu'il nous fallut pas mal de temps avant de pouvoir, à grand-peine, soulever les paupières et regarder autour de nous. Lorsque nous fûmes un peu revenus à nous, Gornakur Karkar déplaça un autre levier, ce qui rendit à l'espace environnant son aspect habituel. Puis, de sa voix d'ange, il attira notre attention sur le voltmètre, dont l'aiguille indiquait obstinément les mêmes chiffres et dit encore « Regardez, bien que le processus de conflit persiste avec la même force de tension entre les deux parties constitutives antagonistes de l'Okidanok omniprésent, et bien que le secteur des parois de l'appareil ayant la propriété de laisser filtrer ces rayons soit encore ouvert, le phénomène appelé par les êtres ordinaires lumière artificielle a déjà cessé. Et il a cessé parce que tout à l'heure, en déplaçant un levier, j'ai fait intervenir dans le processus de conflit des deux parties antagonistes de l'Okidanok la troisième de ces parties constitutives,
qui a tout de suite fusionné dans les proportions voulues avec les deux autres, et que le résultat donné par cette fusion des trois parties constitutives de l'okidanoc omniprésent, à l'inverse du processus de fusion non conforme aux lois des deux seules parties antagonistes, ne peut être perçu par aucune fonction étrique quelle qu'elle soit. Après ces explications, Gornakour-Karkar me proposa d'entrer avec lui dans la partie démonstrative de sa nouvelle invention pour y être témoin, sur place, de quelques manifestations particulières de l'élément actif omniprésent et partout pénétrant. Je m'y décidai aussitôt et lui donnai mon consentement, et cela parce que j'espérais trouver là, en mon être, une satisfaction objective de l'essence, immuable et impérissable. Lorsque j'eus acquiescé, mon futur ami donna immédiatement les ordres nécessaires à l'un de ses assistants. La réalisation de ce projet exigeait en effet divers préparatifs. On commença par nous revêtir, Gornakour-Karkar et moi, de lourds costumes spéciaux, semblables à ceux que tes favoris nomment des scaphandres, mais avec une quantité de boulons dont les têtes faisaient saillie au dehors. Et lorsque nous eûmes revêtu ces costumes originaux, les assistants se mirent à visser ces boulons dans un certain ordre. À l'intérieur des scaphandres, les boulons se terminaient par des plaques de forme singulière qui faisaient pression sur les différentes parties de nos corps planétaires. Plus tard, il me devint évident que c'était là une précaution indispensable pour soustraire nos corps planétaires à l'action de ce que l'on appelle le Tara-Nura-Narunura, en d'autres termes pour que nos corps planétaires ne tombent pas en poussière, ce qui arrive à toute formation susplanétaire ou intraplanétaire, tombant dans un espace entièrement privé d'atmosphère. Pour terminer, on nous coiffa d'un appareil rappelant les casques de plongeurs et pourvu de connecteurs très compliqués. L'un de ces connecteurs, nommé carin-crac ou conservateur de pulsation, était une sorte de long tube de caoutchouc. L'une de ses extrémités fut hermétiquement ajustée, au moyen de dispositifs compliqués, à l'endroit du casque correspondant à l'organe de la respiration. Quant à l'autre extrémité, elle fut vissée un peu plus tard, dès que nous fûmes entrés dans cet étrange Kraka-Tsaka, à un appareil communiquant lui-même avec l'espace, dont la présence constitue la seconde nourriture étrique. De plus, on disposa entre Gornakour-Karkar et moi un connecteur particulier au moyen duquel nous communiquâmes librement l'un avec l'autre une fois à l'intérieur du Kraka-Tsaka, dont l'atmosphère avait pourtant été pompée jusqu'au vide absolu. Les extrémités de ce connecteur étaient fixées d'une certaine façon, au moyen de dispositifs placés sur les casques, l'une à mes organes de l'ouïe et de la parole, l'autre à celle de Gornakour-Karkar. Ainsi, ce connecteur installé entre lui et moi nous servait en quelque sorte de téléphone, comme l'auraient dit tes favoris. Sans cet appareil, nous n'aurions jamais pu communiquer, parce que la présence de Gornakour-Karkar n'était encore perfectionnée que jusqu'à l'état nommé Inkotsarno sacré, et qu'une telle présence ne permet pas à un être de se manifester dans un espace d'un vide absolu, ni même d'y exister. Lui ferait-on artificiellement absorber les produits des trois nourritures étriques. Mais le plus curieux, et comme on dit le plus subtilement ingénieux, de tous les connecteurs dont étaient pourvus à des fins diverses les étranges scaphandres et leurs casques, était le connecteur inventé par le grand savant Gornakour-Karkar pour permettre à l'organe de la vue des êtres ordinaires d'apercevoir les objets environnants dans un espace d'un vide absolu. L'une des extrémités de cet étonnant connecteur était ajustée au moyen de certains dispositifs placés sur les casques. Quant à l'autre, elle était branchée sur un âme commutateur, relié à son tour par des fils métalliques à tous les objets qu'il était indispensable de voir pendant les expériences, à l'intérieur comme à l'extérieur du Kraka-Tsaka. Il est intéressant de remarquer ici qu'aux deux extrémités de cet appareil, presque inconcevable pour la raison d'un être tricérébral ordinaire, étaient encore fixés deux connecteurs indépendants, faits de fils métalliques, qui transmettaient de l'extérieur des courants magnétiques spéciaux. Comme on me l'expliqua plus tard en détail, ces connecteurs furent inventés par le réellement grand savant Gornakour-Karkar, afin que grâce à une certaine propriété des courants magnétiques spéciaux qu'il avait également découvert, la présence des êtres savants tricérébraux, même de ceux qui n'étaient pas encore perfectionnés jusqu'à l'Inkotsarno sacré, se reflète en leur essence, et que grâce à une autre propriété de ces courants, la présence des objets mentionnés se reflète elle aussi pour permettre à leurs organes visuels imparfaits de les voir même en cet espace vide,
bien que cet espace ne contînt aucun facteur, ni aucun résultat de concentration cosmique variée, qui fût animé des seules vibrations rendant possible le fonctionnement de tout organe éthrique, quel qu'il soit. Après nous avoir revêtus de ces lourds équipements sans lesquels nous n'aurions pu exister dans ce milieu étranger, les assistants du grand savant universel Gornakur Karkar nous transportèrent toujours à l'aide d'appareils spéciaux à l'intérieur du Karkar Tsaka, puis ils vissèrent les extrémités libres des connecteurs fixés sur nous à un appareil placé dans la cabine et sortirent, fermant hermétiquement derrière eux l'unique voie d'accès à tout ce qui représente un monde. Nous étions restés seuls dans le Karkar Tsaka. Gornakur Karkar déplaça l'un des interrupteurs, placé près de lui, et il me dit « La pompe a déjà commencé à marcher. Bientôt elle aura évacué d'ici les résultats de tous les processus cosmiques sans exception, dont la totalité sert de principe, de raison d'être et de soutien à l'existence de chaque chose dans tout ce qui représente un monde. » Puis il ajouta quelque peu sarcastique. Nous serons bientôt complètement isolés de tout ce qui existe et fonctionne dans l'univers entier. Cependant, grâce à ma nouvelle invention et au savoir que nous possédons, non seulement nous pourrons retourner dans le monde et redevenir des parcelles de tout ce qui existe, mais nous serons dignes d'être bientôt les témoins non participants de certaines lois universelles que les êtres tricentriques ordinaires non initiés considèrent comme des mystères insondables de la nature, et qui ne sont en réalité que de simples et naturels résultats dérivant automatiquement les uns des autres. Tandis qu'il parlait, on commençait à sentir que la pompe, cette partie importante de sa nouvelle invention, accomplissait à merveille le travail auquel l'avait destiné cet être d'une haute raison. Pour que tu comprennes et te représentes mieux la perfection de cette partie de la nouvelle invention de Gornakur Karkar, j'ajouterai ceci. J'avais déjà eu plusieurs fois l'occasion, pour des raisons toutes particulières, de me trouver en tant qu'être tricérébral dans un espace sans atmosphère, et d'y exister parfois assez longtemps au moyen du seul Krimbulutas Rumarak sacré, et ma présence avait acquis par ses fréquentes répétitions l'habitude de passer progressivement d'un milieu à un autre, presque sans être incommodé par le changement de seconde nourriture éthrique qu'amène forcément la transformation des substances toujours présentes autour des petits comme des grandes concentrations cosmiques. De plus, les causes mêmes de mon avènement et du processus ultérieur de mon existence éthrique avaient été très singulières, ce qui, bon gré mal gré, avait rendu les diverses fonctions éthriques de ma présence intégrale très singulières elles aussi. Eh bien, sache qu'en dépit de tout ce que je viens de dire, l'évacuation de l'atmosphère par la pompe se faisait avec une telle puissance, et les sensations qui se gravaient dans les parties distinctes de ma présence intégrale étaient si fortes, que je peux revivre aujourd'hui avec la même intensité le processus que je subis alors et te le décrire en détail. Je ressentis cet état des plus étranges peu après que la pompe eut été mise en marche et que Gornakur Karkar eut parlé d'un ton sarcastique de la situation qui nous attendait. Chacun de mes 3 centres éthriques, existant dans la présence de tout être tricentrique sous le nom de centre intellectuel, émotionnel et moteur, éprouvait d'une manière bizarre mais bien déterminée l'impression que toutes les parties de mon corps planétaire subissaient indépendamment le processus de Rasquarno sacré, et que les cristallisations cosmiques constituant leur présence se volatilisaient en pure perte. Au début, l'initiative de constatation se fit en moi de la manière habituelle, selon ce qu'on appelle le centre de gravité des émotions associatives. Mais plus tard, cette initiative de constatation devint peu à peu, presque insensiblement, fonction de ma seule essence, qui fut alors l'unique initiatrice tout embrassante des constatations de tout ce qui se passait en moi, et c'est elle seule qui perçut désormais sans exception tout ce qui se produisait en dehors d'elle. À partir de ce moment, mon essence perçut directement les impressions, et constata par elle-même que ce qui se produisait en ma présence intégrale semblait avoir complètement détruit tout d'abord les parties distinctes de mon corps planétaire, puis petit à petit les localisations des second et troisième centres éthriques. En même temps, mon essence constatait que le fonctionnement de ces 2 centres avait été peu à peu transféré à mon seul centre intellectuel et lui était devenu inhérent, de sorte que ce dernier, bénéficiant d'une intensité accrue, était maintenant l'unique et puissant récepteur de tout ce qui se produisait hors de ma présence et l'initiateur autonome de constatation de tout ce qui se passait en elle. Pendant que j'étais en proie à ces bizarres sensations éthriques,
que ma raison ne pouvait encore s'expliquer, Gornakour-Karkar déplaçait certains leviers et interrupteurs fixés en grand nombre sur les bords de la table derrière laquelle on nous avait placés. Soudain, un incident, arrivé à Gornakour-Karkar, modifia ces sensations et rendit ma présence intégrale aux émotions éthriques intérieures habituelles. Voici ce qui s'était passé. Gornakour-Karkar, avec les lourds accessoires dont il était revêtu, tout à coup projeté à une certaine hauteur au-dessus de sa chaise, et là se mit à se débattre comme un jeune chien tombé dans un étang profond, ainsi que l'aurait dit notre cher Moulay Nasreddin. Comme nous le sûmes plus tard, mon ami Gornakour-Karkar avait fait une erreur en déplaçant les leviers et interrupteurs. Il avait contracté plus qu'il ne le fallait certaines parties de son corps planétaire, ce qui avait imprimé une assez forte secousse à sa présence et à tout ce qu'il portait. Aussitôt, en raison du tempo communiqué à sa présence par l'absorption de la seconde nourriture éthrique et de l'absence de toute résistance en cet espace d'un vide absolu, il avait été emporté à la dérive et se débattait comme un jeune chien tombé dans un étang profond. Ayant dit ces mots en souriant, Belzébuth se tut. Au bout de quelques instants, il fit un drôle de geste avec la main gauche et d'une voix qui ne lui était pas naturelle, reprit. « Puisque j'en suis à te raconter mes souvenirs de cette période si lointaine de mon existence, le désir me vient de te faire un aveu sincère, à toi, l'un de mes descendants directs, qui représente nécessairement la somme de toutes mes actions au cours de mon existence éthrique. Je veux t'avouer en toute sincérité qu'au moment où, soutenu par les parties de ma présence subordonnée à elle seule, mon essence résolut de prendre part aux expériences scientifiques qui allaient se tenir dans la partie de la nouvelle invention de Gornakour-Karkar, réservée aux démonstrations, et où je pénétrais dans cet appareil sans aucune contrainte, néanmoins, cette même essence laissa s'insinuer et se développer en mon être, parallèlement aux bizarres sensations que je t'ai décrites, une appréhension égoïste et criminelle quant à la sécurité de ma propre existence. Cependant, mon enfant, pour que cet aveu ne t'attriste pas trop, il ne me paraît pas superflu d'ajouter que c'était la première fois que cela m'arrivait, et que ce fut aussi la dernière durant toute mon existence éthrique. D'ailleurs, il serait peut-être préférable, pour le moment, de laisser de côté les questions qui concernent exclusivement notre famille. Revenons-en plutôt à mon récit concernant l'Okidanok omniprésent et l'ami de mon essence Gornakour-Karkar. Ce dernier, qui était autrefois un grand savant, aux yeux des savants ordinaires tricérébraux, n'est plus aujourd'hui considéré comme grand. La gloire de son propre résultat, c'est-à-dire de son fils, l'a fait rentrer dans l'ombre, comme dit notre cher Moulay Nasreddin, qui, en pareil cas, aurait ajouté sentencieusement. Il s'est bel et bien fourré jusqu'au cou dans une vieille galoche américaine en caoutchouc. Or donc, en se débattant, Gornakour-Karkar était parvenu tant bien que mal, grâce aux manœuvres compliquées qu'il avait exécutées, à faire redescendre sur sa chaise son corps planétaire, revêtu de son lourd scaphandre, qu'il y fixa à l'aide de vis spéciales dont elle était pourvue à cet effet. Et lorsque nous fûmes tous deux à peu près installés, et qu'il nous devint possible de communiquer au moyen du connecteur mentionné, il attira mon attention sur les 3 appareils suspendus au-dessus de la table, et qui, comme je te l'ai déjà dit, ressemblaient à des momonodouars. Examinés de près, ils avaient tous 3 le même aspect, chacun d'eux comportait une sorte de manchon, d'où émergeait une lampe carbone pareille à celle que tes favoris nomment des lampes à arc. Ayant attiré mon attention sur ces 3 sortes de momonodouars, il dit, chacun de ces 3 appareils d'aspect semblable est en contact direct avec les réservoirs secondaires que je vous ai signalés, hors du Krakar-Tsakta, et dans lesquels les parties actives de l'Okidanok se refondent en une seule masse après avoir subi le Jarklom artificiel. J'ai construit ces 3 appareils indépendants de telle façon que les réservoirs secondaires puissent nous fournir ici même, dans un espace d'un vide absolu, chacune des parties actives de l'Okidanok sous sa forme pure, en aussi grande quantité qu'il en ait besoin pour nos expériences, et que nous puissions modifier à notre gré la force acquise de leur tendance à fusionner de nouveau en un seul tout, force qui leur est propre et qui dépend du degré de concentration de leur masse. Une fois encore, dans cet espace d'un vide absolu, je vais vous montrer le phénomène non conforme aux lois que nous avons tout à l'heure observé du dehors. En d'autres termes, je vais vous démontrer à nouveau le phénomène universel qui se produit lorsque, après un Jarklom, 2 des parties distinctes de l'Okidanok se rencontrent dans un espace vide de toute concentration cosmique et tendent, sans la participation de la 3e, à fusionner de nouveau en un tout.
ayant dit, il ferma la partie des parois du Krakar-Tsaka dont la matière avait la propriété de laisser filtrer les rayons, puis tourna 2 interrupteurs et pressa sur un bouton, ce qui déplaça automatiquement vers la lampe carbone la petite plateforme de matière plastique spéciale qui se trouvait sur la table. Après quoi, attirant de nouveau mon attention sur l'ampèremètre et le voltmètre, il ajouta « Je viens de livrer passage aux 2 parties de l'Okidanok appelées anode Natius et cathode Natius en leur donnant la même force de tension que la première fois. Portant les regards sur l'ampèremètre et le voltmètre, je vis effectivement que leurs aiguilles s'étaient déplacées et arrêtées sur les mêmes chiffres que j'avais notés la première fois hors du Krakar-Tsaka, et j'en fus très surpris, parce qu'en dépit de l'indication des aiguilles et de l'avertissement de Gornakur-Karkar, je ne remarquais ni ne ressentais aucun changement dans le degré de visibilité des objets environnants. Aussi, sans attendre ses explications, lui demandai-je « Pourquoi donc cette tendance non conforme aux lois des parties de l'Okidanok à fusionner en un seul tout ne donne-t-elle aucun résultat ?» Avant de répondre à ma question, il éteignit l'unique lampe alimentée par courant magnétique spécial. Mon étonnement ne fit que croître, car en dépit de l'obscurité soudaine, on pouvait clairement voir, à travers les parois du Krakar-Tsaka, que les aiguilles de l'ampèremètre et du voltmètre étaient toujours à leurs anciennes places. Et c'est seulement lorsque je me fus tant bien que mal habitué à cette constatation surprenante que Gornakur-Karkar répondit. « Je vous ai déjà dit que la matière dont sont faites les parois de l'appareil dans lequel nous nous trouvons en ce moment est composée de telle sorte qu'elle ne laisse passer aucune vibration, quelle qu'en soit la source, à l'exception de certaines vibrations issues de concentrations toutes proches, lesquelles peuvent être perçues par les organes visuels des êtres tricérébraux, pourvu bien entendu que ces êtres soient normaux. En outre, d'après une loi nommée Eterato-Guettar, les vibrations d'inertie Saltinishi-Signurnarnienne ou rayons acquièrent la propriété d'agir sur les organes de perception des êtres seulement après avoir franchi la limite définie par la science dans les termes suivants. Résultat de manifestation proportionnelle à la force de tension donnée par le choc. Or, comme le processus de conflit de 2 des parties de l'Okidanok possède une force d'une grande intensité, le résultat de ce conflit se manifeste à une certaine distance de son lieu d'origine. Et maintenant, regardez. Il pressa sur un autre bouton, et soudain, tout l'intérieur du Krakar-Tsaka s'emplit de cette même lumière éblouissante qui, je te l'ai dit, m'avait déjà aveuglé hors de cet appareil. Cette irruption de lumière provenait de ce qu'en pressant sur ce dernier bouton, Gornakur-Karkar avait démasqué la partie des parois du Krakar-Tsaka qui laissait filtrer les rayons. Comme il me l'expliqua plus tard, cette lumière n'était qu'une conséquence de la tendance des parties de l'Okidanok à fusionner en un seul tout, s'exerçant dans l'espace absolument vide du Krakar-Tsaka, et elle se manifestait grâce à la réflexion du dehors, c'est-à-dire au retour des rayons au lieu de leur origine. Puis il continua. Maintenant, je vais vous montrer de quelle manière et par quelle combinaison de processus entre le Jarklum et la tendance des parties de l'Okidanok à fusionner de nouveau en un tout, surgissent sur chaque planète les minéraux qui constituent sa présence interne, ainsi que des formations déterminées de diverses densités telles que minéraloïdes, gaz, métalloïdes, métaux, etc. Je vous montrerai comment ces dernières, grâce à ces mêmes facteurs, se transmuent progressivement les unes dans les autres et comment les vibrations émises par ces transmutations constituent l'ensemble de vibrations qui assurent aux planètes leur stabilité au sein du processus appelé mouvement harmonique général des systèmes. Pour cette démonstration, il me faudra, comme toujours, faire venir du dehors les matériaux nécessaires. Mes élèves me les transmettront au moyen de dispositifs que j'ai également prévus. Il est intéressant de remarquer que, tout en parlant, il frappait de sa patte gauche quelque chose, ressemblant à ce que tes favoris nomment l'appareil transmetteur du célèbre Morse, célèbre d'ailleurs sur la seule planète Terre. Au bout de quelques instants, du fond du Krakar-Tsaka s'éleva lentement un petit objet pareil à une boîte, aux parois transparentes elles aussi, et qui contenait, comme on le vit plus tard, certains minéraux, métalloïdes, métaux et différents gaz à l'état liquide et solide. À l'aide de certains appareils disposés sur l'un des côtés de la table, il en tira tout d'abord par des manipulations compliquées un fragment de cuivre rouge qu'il déposa sur la plateforme et dit « Ce métal est une cristallisation planétaire déterminée représentant l'une des densités nécessaires à la dite stabilité au sein du processus de mouvement harmonique général des systèmes.
C'est une formation due à l'action réciproque des parties de l'okidanoc omniprésent. Je vais maintenant procéder artificiellement et de manière accélérée à la transmutation de ce métal en me servant des particularités des mêmes facteurs. Je me propose de favoriser artificiellement les processus d'évolution et d'involution de ces éléments, soit vers une plus grande densité, soit, au contraire, vers leur état primitif. Pour vous rendre plus clair le tableau d'ensemble des expériences concluantes auxquelles vous allez assister, je trouve nécessaire de vous faire part, ne serait-ce que brièvement, de mes premières déductions scientifiques personnelles sur les causes et les conditions évidentes qui déterminent, à l'intérieur des planètes, la cristallisation des trois parties de l'okidanoc en l'une ou l'autre des formations définies dont j'ai parlé. Tout d'abord, sous l'action de n'importe quel Jack Clom non conforme aux lois, les parties distinctes de l'okidanoc intégrées à la présence de toute planète se localisent dans le milieu constitué à l'endroit même de la planète où se produit le Jack Clom, c'est-à-dire dans le minéral présent en ce lieu à ce moment-là. Or, si les éléments de ce milieu présentent, par leur densité, une affinité de vibration avec l'une des parties actives de l'okidanoc omniprésent, celle-ci fusionne alors, selon la loi universelle dite d'interpénétration symétrique, avec la présence de ce milieu, pour s'y intégrer totalement. Dès lors, cette partie de l'okidanoc omniprésent s'allie aux éléments du milieu pour donner les densités requises dans les planètes, c'est-à-dire diverses sortes de métaux ou même de métalloïdes. Par exemple, ce métal existant sous le nom de cuivre rouge et que j'ai introduit dans la sphère où va s'exercer artificiellement, de par ma volonté, l'action déterminée par les parties de l'okidanoc dans leur tendance à fusionner à nouveau en un tout. Ayant ainsi surgi à l'intérieur des planètes, les divers métalloïdes et métaux se mettent, comme le fait toute formation à laquelle participe l'okidanoc, ou l'une de ses parties actives, à irradier, d'après la loi universelle dite de nutrition réciproque de tout ce qui existe, les résultats de leurs échanges intérieurs. Et, comme il est propre à tous les rayonnements issus de formations susplanétaires et intraplanétaires, les irradiations de ces métalloïdes et métaux acquièrent une propriété presque semblable à celle de l'okidanoc ou de quelqu'une de ses parties actives, présentes dans ce que l'on appelle les centres de gravité de toutes les formations. Lorsque ces masses de densités différentes surgissent de la sorte à l'intérieur des planètes, en des conditions environnantes normales, irradient les vibrations requises par la loi universelle de nutrition réciproque de tout ce qui existe, il s'établit entre leurs vibrations de propriétés diverses, selon la loi fondamentale universelle de Troemedekfe, un contact s'exerçant réciproquement. Et c'est le résultat de ce contact qui est le principal facteur de modification progressive des diverses densités dans les planètes. Mes expériences, poursuivies pendant de longues années, m'ont presque convaincu que seul ce contact et ses résultats permettaient la stabilité de l'équilibre harmonique des planètes. Le métal nommé cuivre rouge que je viens d'introduire dans cette sphère, où je me propose de déclencher artificiellement l'action des parties actives de l'okidanoc, a pour l'instant la densité spécifique de 444. En partant de l'unité de densité de l'élément sacré Théos Mertmalogos, autrement dit l'atome de ce métal est 444 fois plus dense et 444 fois moins vivifiant que l'atome du thermomertmalogos sacré. Observez maintenant dans quel ordre va s'opérer sa transmutation artificielle accélérée. Ayant dit, il installa devant l'organe de ma vue une sorte de tescuano à commande automatique, puis se mit à ouvrir et à fermer dans un certain ordre divers interrupteurs, et tandis que je regardais à travers ce tescuano, il m'expliqua ceci. Je viens de faire affluer les trois parties de l'okidanoc dans la zone de ce métal, et puisque ces trois parties actives ont toutes la même densité, et par conséquent la même force de tension, elles fusionnent à nouveau en un seul tout dans cette zone, sans rien modifier à la présence du métal. L'okidanoc omniprésent, obtenu de la sorte, s'écoule alors à l'état ordinaire, par un conduit spécial, hors de ce Krakartsaka,
pour aller se concentrer dans le premier réservoir, celui que je vous ai montré tout à l'heure. Regardez maintenant. Je commence par augmenter à dessein la force de tension d'une seule des parties actives de l'Okidanok. J'augmente par exemple la force nommée cathode-natus, et vous allez voir que les éléments constituant la présence de ce cuivre rouge se mettent à involuer qualitativement vers les autres substances constituant la présence habituelle de la planète. Tout en m'expliquant cela, il ouvrait et fermait dans un certain ordre divers interrupteurs. Or, mon enfant, bien que j'aie regardé très attentivement tout ce qui se passait, et que tout ce que je vis alors se soit gravé pestol nutiar no en ma présence, c'est-à-dire pour toujours, je ne saurais te dépeindre par des mots, quelque désir que j'en ai, la centième partie de ce qui se produisit alors dans l'un de ces petits fragments de formation intraplanétaire. Et je n'essaierai d'ailleurs pas de le faire parce que j'aurai bientôt la possibilité, comme je viens de me le rappeler, de te montrer tout ceci directement, de sorte que tu seras alors témoin à ton tour de cet étrange et étonnant processus cosmique. Je te dirai cependant dès à présent qu'il se passa dans ce morceau de cuivre rouge quelque chose d'assez semblable aux effroyables scènes que j'observais parfois de Mars à travers mon Tescuano chez tes favoris de la planète Terre. J'ai dit d'assez semblable, car ce que j'observais parfois chez tes favoris n'était qu'un commencement, tandis que dans le morceau de cuivre rouge en question, cela dura jusqu'à la transformation définitive. Pour tracer un parallèle approximatif entre ce qui se passe parfois sur ta planète et ce qui se passait alors dans ce petit morceau de cuivre, représente-toi par exemple que de très haut, tu observes une grande place publique où des milliers de tes favoris, en proie à la forme la plus aiguë de la principale psychose de là-bas, se détruisent les uns les autres par toutes sortes de moyens de leur invention, et que brusquement, à leur place, tu ne vois plus que leurs cadavres, comme ils les appellent, lesquels changent de couleur à vue d'œil, en raison des outrages que leur font subir ceux qui ne sont pas encore détruits, modifiant ainsi peu à peu l'aspect général de cette grande place. Or, mon enfant, en ouvrant et fermant dans un certain ordre les interrupteurs réglant le débit des trois parties actives de l'Okidanok, l'ami de mon essence Gornakur-Karkar modifiait, en même temps que leur force de tension, la densité des éléments du métal, ce qui avait pour effet de convertir ce cuivre rouge en tous les autres métaux intraplanétaires d'un degré de vivification inférieur ou supérieur. À ce propos, pour mieux éclairer l'étrangeté du psychisme des êtres tricérébraux qui te plaisent, il est important et intéressant de préciser ceci. Lorsque Gornakur-Karkar eut artificiellement favorisé, au moyen de sa nouvelle invention, l'évolution et l'involution des éléments du cuivre rouge en densité et vivification, je constatai qu'effectivement, cuivre rouge avait été converti en un autre métal, celui-là même qui, de tout temps, fit chercher midi à 14 heures aux savants de malheur de ta planète, et les amena sans cesse à induire en erreur leurs confrères, déjà bien assez égarés sans cela. Ce métal porte là-bas le nom d'or. L'or n'est autre chose que le métal que nous nommons Prastalvrar, et dont le poids spécifique, en partant encore une fois de l'élément du Théomerte Malogos sacré, est de 1439, c'est-à-dire que son élément est un peu plus de 3 fois moins vivifiant que celui du métal cuivre rouge. Si j'ai pris la décision de ne pas chercher à t'expliquer en détail tout ce qui se passa alors dans ce morceau de cuivre rouge, c'est que je me suis soudain rappelé la toute miséricordieuse promesse que me fit notre soutien de tous les quarts, le grand archichérubin Pest Vonière, et qui me donnera la possibilité de te faire voir de tes propres yeux, en déformation planétaire déterminée, les processus des diverses combinaisons des parties actives de l'Okidanok dans leur manifestation. Cette toute miséricordieuse promesse me fut faite dès mon retour d'exil, lorsque je dus me présenter devant son soutien de tous les quarts, l'archichérubin Pest Vonière, pour me prosterner à ses pieds, l'Aliamizur Nakalu sacré de l'essence. J'avais été contraint à cet acte en raison de mes péchés de jeunesse, et j'y avais été contraint parce que, au moment où, gracié par notre éternel uniétrique, il me fut permis de retourner dans ma patrie, certains individuums sacrés résolurent de m'imposer à toute fin utile
l'obligation d'effectuer en mon essence ce processus sacré, afin que je ne puisse plus me manifester comme au jour de ma jeunesse, et que rien de semblable ne puisse se reproduire dans la raison de la plupart des individuums peuplant le centre du grand univers. Tu ignores probablement ce que signifie la réalisation de la Liamizunarnakalu sacrée en notre essence. Je te l'expliquerai plus tard en détail. En attendant, je ferai appel une fois de plus à notre cher Mullah Nasser Al-Din, qui définit ainsi ce processus. Donner sa parole d'honneur de ne pas fourrer son nez dans les affaires d'État. Bref, lorsque je me présentai devant son soutien de tous les quarts, il daigna me demander, entre autres choses, si j'avais emmené avec moi toutes les inventions étriques dignes d'intérêt que j'avais recueillies sur les différentes planètes du système solaire qui avaient été le lieu de mon exil. Je répondis que j'avais presque tout emmené, à l'exception des encombrants appareils que mon ami Gornakur Karkar avait construits pour moi sur la planète Mars. Il me promit aussitôt de donner des ordres pour que, lors de son prochain voyage, le vaisseau transspatiaire l'Omniprésent embarquât tout ce que j'indiquerais. J'espère donc, mon enfant, qu'à notre retour, nous trouverons ces appareils sur notre planète Karataz et qu'il te sera possible d'assister toi-même à ces expériences pendant que je te les expliquerai en détail. En attendant, au cours de notre voyage sur le Karnak, je te raconterai dans l'ordre, comme je te l'ai déjà promis, mes descentes personnelles sur ta planète et t'en ferai connaître les causes.